Salut à tous, c'est Aka. C'était simplement pour vous prévenir que entre une chose et l'autre, c'est un peu compliqué pour nous d'avoir des gens disponibles. On va essayer de vous proposer des nouveaux formats pendant l'été, mais du coup le contenu va se faire un petit peu plus rare. Voilà, je vous souhaite un très bon épisode et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Indécent, le podcast qui parle de jeux de rôle. Aujourd'hui, deuxième épisode de le petit enregistrement, toujours accompagné avec Fenris, Cabra, Iso et Rodam. Euh, Nous allons donc continuer sur des sujets compliqués et nous espérons tout aussi passionnants que le dernier. Concernant le sujet, il s'agit de la violence, la sexualité, les sujets choquants et tout ce qui est plus ou moins tabou, ou en tout cas peu recommandé à raconter pour draguer, euh, au niveau du jeu de rôle. Euh, c'est donc l'ensemble des sujets et les situations qui malheureusement existent dans notre monde, mais qui sont un peu compliquées à faire jouer et l'utilité que ça peut avoir dans une partie. Pour ma part, je vais me permettre de prendre la parole tout de suite. Étant donné que je fais beaucoup de jeux de rôle d'ambiance, beaucoup d'Esteren, beaucoup de Cthulhu, euh, je sais que c'est des choses qui sont très importantes dans l'espoir de faire vivre quelque chose à ces joueurs, de faire ressentir quelque chose à ces joueurs. Pour cela, c'est vrai que y a des choses qui sont un peu plus faciles que d'autres, mais très vite, on se rend vite compte que faire des éloges de description, même aussi, comment dire, aussi gore que on puisse l'imaginer, ça n'instaure pas une vraie ambiance, ça n'instaure pas quelque chose de vrai. En fait, on a le même souci un peu que dans les films d'horreur. Et c'est vrai que ces situations où tu vas créer un moment de malaise chez le joueur peuvent être assez bien amenées via ces scènes de violence qui sont presque des scènes de violence entre joueurs plus qu'entre PNJ. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, mes chers compères? Moi, je vais rebondir sur le côté gore pour commencer. Heu, alors là, je vais parler pour Warhammer, classique, mais je pense que dans 40K, on va retrouver énormément aussi cet aspect-là. C'est du dark fantasy, pour Warhammer et clairement le dark a toute sa place. Le jeu incite à, abuser justement de ce côté sombre, que propose le jeu via, la magie qui, quand elle rate, peut, absolument atomiser, des che tout ce qui est possible avec, la volonté des mutations pour faire, que ce soit sur des PNJ ou sur des PJ, leur, rajouter des membres, leur enlever des trucs avec des descriptions parfois particulièrement sympathiques. Heu, pour un petit exemple, il y a une mutation qui s'appelle retourner, c'est la peau et les organes ont décidé d'inverser leur place. Mmh. Voilà, je vous laisse imaginer comment vous pouvez le raconter, mais voilà. Donc Warhammer est clairement un jeu qui incite à justement mettre les joueurs en danger régulièrement via le gore, via le côté un peu dérangeant des mutations du corps, via la magie qui peut aussi provoquer des choses, assez gore et je pense que c'est très important pour l'ambiance de ce jeu de rôle de pouvoir le mettre en place. C'est quelque chose qui n'est pas là tout le temps, mais qui est une épée de Damoclès qu'ils ont constamment au-dessus de leur tête, donc ils savent qu'ils sont jamais vraiment en sécurité. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aime beaucoup utiliser la violence en jeu. Je trouve que c'est un très, très, très bon moteur pour créer de la tension, de la pression, des sentiments qu'on rencontre, assez rarement, enfin, de manière aussi brutale dans la société. Heu et j'y vois un intérêt, c'est surtout que quand les joueurs viennent à une table de jeu de rôle, ils aiment beaucoup généralement ressentir des trucs qui va un peu les transporter, les secouer. La violence gratuite notamment, que ce soit le gore ou pas le gore, hein, même la violence psychologique, peut clairement, devenir, comment dire? Sans vouloir rentrer dans le malsain, peut devenir un réel plaisir à jouer. Moi, je pense effectivement qu'on va en jeu de rôle pour, ressentir des choses. Après, effectivement, on a tous un peu notre style de jeu de rôle de prédilection où, tel ou tel vice, on va dire, va un peu avoir le devant.
Mmh, enfin, faire toute une campagne de vampires sans qu'il y ait des ambiguïtés, de séduction, de sexualité entre des personnages, ça passe spécialement enfin, ça voilà, c'est comme des frites sans sel, quoi. Ça a pas la même saveur, c'est différent, on s'attendait à en avoir, il y en a pas eu, du coup, next, quoi. Tout comme, la violence dans des univers effectivement du style, des univers comme Warhammer, on va s'attendre à avoir de la ou dans Cthulhu, on va s'attendre à avoir de la violence physique, que ce soit entre humains parce que l'un est devenu fou ou, parce qu'il y a des appréhensions, parce qu'il y a des soucis, ou, entre un humain et une créature démoniaque, une créature du chaos, ou un grand ancien, ça va être important de le mettre en place. Après, il faut savoir le mettre en situation sans pour autant dégoûter les joueurs. Se faire du gore pour faire du gore, c'est pas terrible. Tout comme les autres soucis, la violence faite aux enfants, la sexualité, etc. Il faut savoir en jouer intelligemment, pas faire une débauche de sexe pour faire une débauche de sexe ou passer un gamin à tabac devant les joueurs juste pour le principe de passer un gamin à tabac dans les joueurs. Il faut savoir y donner de l'intérêt, de l'importance et je pense que c'est un peu le nœud du débat aujourd'hui. Comment on fait pour que ça soit bien fait et que ça apporte plus de bons souvenirs que ça n'apporte que de situations gênantes. Ouais, clairement. C'est vrai que on l'a pas franchement expliqué, on est beaucoup, on se connaît, on se connaît tous là, autour d'ici. Certains sont de la même famille. Et du coup, c'est vrai que, bah, déjà, c'est pas franchement des sujets qu'on évoque, forcément en famille. Les évoquer en jeu de rôle, c'est pas non plus, bon, évident. Et pour le coup, heu, c'est dommage parce que c'est vraiment des sujets qui sont très importants, très passionnants et dans le but de faire vivre une vraie histoire, une vraie épopée, de toute façon à ces joueurs, c'est même capital de passer par là au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que, un personnage qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de passif, qui n'a rien vécu de très grave, il va être très plat, il va être très chiant à jouer et à interpréter et raconter des histoires par rapport à ça, c'est jamais, jamais fantastique. Il faut vraiment réussir à créer une pression et si on veut éviter, cette pression de «on va détruire le monde» qui est, l'astuce scénaristique numéro un au monde, hem, c'est vrai que passer par ce genre de traumatisme, je pense que ça peut être une bonne approche, pour donner du sens à son scénario et donner du sens à ses joueurs. Je rejoins un peu ce que disait Cabra tout à l'heure. Enfin, je suis assez d'accord sur le fait qu'on est nombreux à faire du jeu de rôle pour, ou c'était toi, que je sais plus, pour ressentir des choses. Et ben, ouais, le comme tu disais, faire du gore gratuit, juste pour le gore, ça sert pas à grand chose. J'ai l'impression qu'on en parle, pendant chaque épisode, mais bon, voilà, c'est là que, qu'il faut, pas le gore, hein, c'est là qu'il faut, prendre en compte le contrat social avec les PJ, en fait. C'est que, du coup, il y a beaucoup de sujets, bah, difficiles, qu'on va vouloir aborder. Il y a certains qui sont tabous, pour certaines personnes et pour moi, c'est important de veiller à respecter ces limites-là. Une fois que tu as les limites de chaque personne, après tu peux y aller et vraiment, partir dans du descriptif à fond, sans pour autant, partir dans des descriptifs gratuits, tout en restant, on va dire, intelligent pour que ça serve l'histoire et pas juste, un plaisir malsain de continuer à faire du gore, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Iso, sur le point de vue contrat social. Mon côté diplomate va rester là, tout à fait en accord avec ça. Je reviens sur, Warhammer, notamment sur la table que j'ai donc avec Cabra et sa copine. Je sais que il y a beau enfin, j'ai tendance à faire des descriptions gore, j'assume tout à fait et je sais que c'est sans doute elle qui est la plus, entre guillemets, «sensible» à ça. Je note ses réactions de dégoût et je vois si je suis allé trop loin, pas assez loin, en fait. Je me rends compte à ça, en fait. C'est parfois, c'est bien d'avoir un joueur justement, entre guillemets, qui sert Les de talons. tablomètre. Voilà, tout à fait. Tu sais qui est le plus sensible à ça et tu regardes sa réaction. Tu peux ensuite adapter plus facilement si tu es allé trop loin, pas assez loin, sans oublier que le but du jeu, c'est de pas être non plus totalement bisounours. Donc
Si elle a une réaction, c'est une bonne chose, mais faut pas non plus que ce soit, faut pas la faire tomber dans les vapes non plus, quoi. C'est Hein, ce on que n'est j'ai fait pas pour la demander en mariage, hein. j'ai été témoin, je peux te dire j'ai été témoin de la demande. Bref, tout ça pour dire, voilà, effectivement, le contrat social est très important, donc pour moi, il faut connaître ses joueurs. Si on connaît pas ses joueurs et qu'on veut jouer sur des choses comme ça, pas hésiter, sans leur dévoiler les intrigues, au moins leur donner des petites indications de choses qu'il pourrait y avoir, le petit logo moins de 12, moins de 18, voilà, ça c'est le même principe au final. C'est leur dire: «Bah, voilà, si vous venez sur ma table, on se connaît pas, vous venez sur ma table, il va y avoir du contenu, un peu gore, un peu sexe, un peu, voire très, très, très sexe, ou très, très, très gore et voir si les joueurs se sentent de le faire ou pas, quand on les connaît pas. Quand on les connaît, on est beaucoup plus à l'aise en général, pour leur demander ou même si on les connaît suffisamment pour qu'on a déjà joué depuis longtemps, on sait à peu près ce qu'ils supportent et ce qu'ils supportent pas. Après, moi je sais que il y a un entre-deux un peu étrange. Typiquement, c'est assez rare que je vois un intérêt à mettre à mettre de vraies scènes de sexe au sein de mes parties. Autant, je vois très bien l'intérêt de quelque chose de violent, d'un rapport de domination entre personnes. Je vois très bien, voilà, même, de la violence psychologique, une certaine, torture là-dedans, même un descriptif de torture, ça me pose en soi pas beaucoup de problèmes. J'ai une petite réserve, côté sexe parce que j'y vois pas tellement d'enjeux, tellement d'intérêt. Après c'est mon point de vue en tant que MJ par rapport à ça et c'est surtout que scénaristiquement, je trouve ça assez faible, en fait. Hem, pour autant, le contrat social, ouais, c'est vrai qu'on en parle un peu à toutes les parties. Finalement, c'est si le podcast nous aura appris quelque chose, c'est, travailler, travailler la fiche de vos PNJ et faites des contrats sociaux. Hem, mais en soi, ouais, je pense que, c'est important dans une certaine mesure, heu, d'avoir une notion de ce qu'ils peuvent tolérer et pour autant, j'ai le défaut de vouloir, surprendre beaucoup mes joueurs et du coup, bah, je me permets de grappiller, de gratter parfois là où je sais que ça peut déranger, sans jamais aller trop loin parce que bon, il y a certainement des tabous, heu, au sein de ma table sur certains sujets, sur lesquels, bah, du coup, j'irai pas. Mais voilà, c'est vrai que, pour moi, il y a quand même cet effet important, surtout quand tu veux faire de l'ambiance, de faire ressentir des choses à tes joueurs et pour moi, quelque chose de trop stérile, ça protège trop tes joueurs et tu t'emmerdes, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur, il faut surprendre les joueurs, hein. C'est pas parce qu'ils ont, des limites qu'il faut pas les repousser un petit peu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, voilà, il faut savoir, pousser le curseur sur la bonne distance parce que clairement, en fonction des fameux tabous, tu peux pas tout te permettre. Je pourrais citer, enfin, plein d'exemples, mais quelqu'un qui, je sais pas, aurait fait enfin une femme qui aurait fait une fausse couche, enfin un joueur qui aurait fait une fausse couche, tu commences à lui parler de bébé mort-né, à mon avis, tu risques d'avoir un accueil assez froid. Tu Ensuite, m'étonnes. tu peux, voilà, à toi de voir, mais même si ce sujet peut être abordé, il va falloir trouver un moyen d'arrondir les angles pour que le sujet qui est important passe, que la personne puisse réagir dessus sans non plus, voilà, la traumatiser à vie, c'est pas ce qu'on souhaite. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, quand tu parlais du sexe, je suis d'accord avec toi, le sexe, c'est compliqué à gérer. C'est pas inintéressant, mais ça ne mérite pas non plus, je pense, une description d'une heure. À part s'il y a vraiment quelque chose qui se joue dans la partie de jambes en l'air, la plupart du temps, c'est mécanique. Enfin, très honnêtement, si on a besoin de voir ce genre de choses ou de le décrire, il y a des sites spécialisés pour ça, hein. On n'a pas besoin de le faire autour d'une table. Ensuite, par contre, dire que les personnages ont une sexualité, c'est-à-dire, bon, ben, cette nuit, mon PJ dort avec tel autre PJ, et puis il se passe ce qui se passe. On dit qu'il y a du sexe, ça existe, ils vivent. Ensuite, de là à devoir raconter qu'ils ont fait telle position, que ça a duré 25 minutes, je suis pas sûr que ça apporte grand chose à l'histoire. Je suis
suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Effectivement, il faut que ça puisse apporter quelque chose à l'histoire. Après, en fonction, ce que je disais tout à l'heure, en fonction du jeu auquel tu vas jouer, je pense que ça a son importance. Et même en fonction du jeu, là où dans l'univers de Warhammer 40 000, par exemple, tu joues un Space Marine qui est un personnage, complètement asexué, enfin asexuel plutôt, tu, tu vas pas t'attendre à avoir des scènes de sexe, des scènes, qui vont entraîner des relations sexuelles ou quoi que ce soit. Après, moi, j'ai fait une partie dans des Swatch où mes Space Marines se sont retrouvés dans un temple de Slaanesh qui, s'était, bâti sous une ville, forge du Mechanicum et du coup, bah, je leur ai décrit assez, j'ai pris, bien 5 minutes de description pour expliquer ce qui se passait. C'était un mélange sordide de plaisir charnel, de sexualité, de violence, de torture, tout ce petit mélange-là, mais j'ai pris le temps de tout décrire, en parlant des positions de ci et de là, parce que je voulais vraiment qu'ils s'imaginent où ils étaient. J'ai vu effectivement des visages bizarres, je fais chambre à part avec ma femme depuis que j'ai expliqué cette histoire-là Ah, Slanesh, et oh là là. ah ouais. Mais du coup, ça a vraiment son importance parce qu'ils étaient vraiment rebutés par ce qui se passait et ils ont agi avec les personnes qui étaient dans ce temple, comme ils ont agi avec des personnes qui les répugnaient. Et je pense que ça a son importance dans ces cas-là. D'aller trop dans le descriptif, quel que soit le vice, si jamais effectivement ça peut apporter une réaction intéressante pour les joueurs. C'est-à-dire que ton personnage est alcoolique, juste pour dire qu'il est alcoolique, ça va pas changer grand-chose. Si derrière tu dis qu'il est alcoolique, que tu le joues alcoolique, violent, qui bat sa femme, qui bat ceci, qui fait cela, ça va amener une réaction, beaucoup plus réelle de la part du joueur. Je te rejoins un peu là-dessus. Je rejoins aussi, Rodam sur ce qu'il disait tout à l'heure. Je pense que, le sexe, par exemple, quand on en parle, ça a sa place dans les jeux de rôle parce que faire comme si ça n'existait pas, bah, c'est pas très cohérent alors que ça peut très bien exister entre deux PJ ou un PJ et un PNJ. Par contre, c'est pas effectivement tout le temps nécessaire d'en faire des descriptifs, longs. Bon là, Slaanesh, bon, c'est important, il faut le décrire au moins un petit peu. Mais d'autres scènes, c'est pas du tout, obligatoire. Moi, une chose que j'ai pu faire par le passé, c'était, j'avais un PJ qui interagissait avec un autre PJ et ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit les scènes, et on s'envoyait ça entre les parties où, l'AMJ, elle rajoutait des trucs avec des conséquences, sur le jeu. Donc il y avait quand même cette réalité-là qui était reflétée dans le jeu puisque ça se répercutait sur les autres parties, mais on venait pas, prendre trop de temps sur, la session où tout le monde était présent. Ce qui peut être une bonne solution parfois et pourtant ça va quand même affecter le jeu et ce qui s'y passe. Moi, il y a quand même, 2-3 trucs, qui, continuent à me bloquer par rapport à ça. Outre le fait que voilà, hein, c'est pas évident d'en parler. C'est que, bon, j'en vois qu'assez peu l'intérêt et que, à mon sens, comme d'autres choses, tu dis jamais dans ton épopée, tu vas parler du fait que ton personnage, va faire ses besoins, tu vois? Pour moi, tout ça, c'est des choses qui sont un peu, pas à éviter, mais qui sont pas des plus, des plus intéressantes à raconter. J'aimerais beaucoup, je vous laisse, parler de ça. J'aimerais beaucoup qu'on parle de la violence psychologique par contre. Ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire et qu'on n'est pas forcément tous à même et que c'est peut-être ce qu'il y a le mieux à apporter au niveau de ces tables. Alors effectivement, c'est marrant que tu proposes ça parce que j'allais exactement parler d'un moment de roleplay de violence psychologique que j'ai vécu en GN, qui a vraiment là pour le coup, bon GN 200 joueurs, on était à l'heure du repas donc les 200 joueurs étaient quasiment tous, en train de manger au même endroit et on était dans une ville, un village rempli de mecs complètement camés, qui agissaient depuis le début de façon relativement chelou et il s'est avéré qu'à un moment, il y en a un qui était un peu en manque de drogue, le chef du village en plus, histoire de dire qu'il était intouchable. Nous, on était, la plupart des PJ étaient invités dans son village et au beau milieu du repas, il s'est levé et il a commencé à avoir une scène de roleplay qui était assez incroyable il a commencé à battre sa femme de façon assez, assez flippante, hein, assez réaliste
Et là, en termes de violence psychologique, on s'est vraiment retrouvé dans la situation du tout le monde se regarde et qui va agir en premier. Et ça a été vraiment une scène, je pense, d'une violence pour beaucoup. Il y a certaines personnes qui sont sorties de la salle. Il y en a certains qui ont regardé leur godasse et qui ont fini leur repas. J'ai fini par intervenir parce que la situation commençait vraiment à se tendre et que ça allait dans le sens de mon personnage d'agir sur ce genre de truc. Mais à la fin du GN, la PNJ qui s'était fait battre est quand même venue me remercier en me disant, j'avais vraiment l'impression que personne allait réagir et la situation commençait à devenir de plus en plus malaisante, quoi. Là, en termes de violence psychologique, ça ils sont peut-être allés un petit peu loin d'après certains, mais on est tombé sur quelque chose qui a vraiment, changé la donne en termes de notre vision des villageois, qui a fait avancer le scénario, qui a mis un bon froid auprès de tout le monde et qui a vraiment, fait en sorte que chaque joueur ait une réaction, parfaitement humaine. C'était vraiment un grand moment de jeu. De côté, la violence psychologique, c'est un truc que j'aime beaucoup intégrer, dans les parties que je maîtrise. J'essaye de l'intégrer le maximum. J'aime bien les univers un peu sombres, c'est pour ça que je maîtrise Vampire la Mascarade ou Midnight ou même prochainement là, je vais maîtriser un jeu de rôle d'horreur, un peu sans tabou, on va dire, un peu très violent même, pour le coup, qui s'appelle Notre Tombeau et donc la violence psychologique, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et je trouve que c'est là où il y a enfin, tu génères des situations qui sont incroyables et des réactions qui sont incroyables généralement. C'est par contre, il faut pour que ce soit de la vraie violence psychologique, il faut pas qu'il y ait trop il faut pas trop qu'il y ait trop d'interactions physiques. Donc pour moi, je vois la violence psychologique comme beaucoup de manipulation, comme intégrer un PNJ, par exemple, dans une campagne qui va être, extrêmement sympathique avec tout le monde, qui aura un but un peu sournois et qui va se révéler, mais très, très, très tardivement, en faisant quelque chose d'horrible comme, mettre un coup de poignard dans le dos d'un des joueurs alors que tout le monde l'avait pris comme étant, vraiment un ami de longue date, quoi. D'accord. Ou un truc qui peut être très efficace en violence psychologique, c'est aussi, moi je me suis amusé, sur une campagne de vampire, à faire en sorte que quelque chose qui avait été défini comme une information sûre par le joueur, parce qu'il l'avait, lui-même écrit, dans son background à la création de son personnage, était en fait, qu'un mensonge et que le joueur, avait écrit dans son background, seulement ce qu'il pensait de son personnage, ce dont il était sûr, quoi et du coup, il s'est rendu compte que, enfin, il pensait lui-même que son background était complètement intouchable et il s'est rendu compte qu'après, après quelques scénarios, son personnage vivait dans une illusion, qu'on lui avait menti sur son passé, qu'il avait plus aucun repère, tous les repères qui s'étaient construits, en fait, étaient illusoires. Ça l'a pas mal perturbé au début, ça a eu un gros effet psychologique sur le joueur qui a, au début, pas trop apprécié ça, mais qui finalement m'a dit qu'il avait quand même pas mal kiffé, que ça avait mis pas mal de piment dans la partie et je pense que c'est une genre de violence psychologique assez intéressante à mettre en place. Je voulais rebondir sur ce que disait, Fenris au niveau des violences psychologiques et pour avoir été à sa table, je sais effectivement qu'il maîtrise le sujet. Quelque chose qu'il nous a fait subir, sur Mantel d'acier, un jeu qui est, très sympa avec, des mechas et plein de trucs comme ça. Il nous a beaucoup fait le coup du choix impossible. C'est-à-dire que, on est dans une situation et quel que soit le choix qu'on fait, il y a des conséquences négatives et parfois beaucoup. J'ai souvenir, d'une des, PJ, qui était princesse et on se retrouve dans la situation où, ben, soit on va sauver son père à elle, soit on va sauver une ville. Donc en gros, ben, dans les 2 cas, c'est compliqué à gérer et c'est quelque chose qu'il nous a réussi à nous mettre, plusieurs fois en place. C'est très difficile parce que, ben, là, du coup, le sens moral de tout le monde est mis en question, à la fois le joueur, mais aussi le PJ et je pense que c'est très important de savoir faire la distinction joueur-PJ dans ce genre de cas d'ailleurs, parce que, bah, les choix un peu cornéliens où, il y a pas de bonne solution, ben, c'est difficile déjà pour le joueur et ben, ensuite, faut se mettre à la place de son personnage. Oui, donc bah, je vous rejoins un peu, enfin plutôt sur ce que disait Fenris, je crois tout à l'heure. Mais en vrai, je pense que je dois être une joueuse maso parce que en vrai, j'adore la violence psychologique dans les jeux parce que je trouve ça super stimulant. Évidemment, j'aime bien quand c'est bien emmené par les MJ.
Il faut faire très attention à comment on fait ça, évidemment, encore une fois, en respectant les tabous, blabla. Mais je trouve que c'est assez difficile comme chose à mettre en place. Donc là, je crois que c'est Rodam, tu parlais des choix impossibles. Ça, c'est super intéressant. Mais ça m'intéresserait bien de parler un peu plus de comment vous faites pour mettre en place ces ambiances vraiment difficiles et compliquées qui vont mettre les PJ dans un état de stress, par exemple. Moi, par exemple, je sais que ce qui est le plus connu, ça va être de d'écrire plutôt que de nommer des choses et de proposer des choix impossibles. Mais aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était, je crois, parler de PNJ ou de quelqu'un que tu vas rendre super attachant et qui va venir te backstab ou que tu vas incorporer dans le background de d'un PJ et puis un jour tu vas juste le tuer comme ça un peu gratuitement pour montrer que c'est super dur. Enfin, je sais pas. Vous, comment vous faites? Alors, pour moi, je vais donner mon avis et mon expertise par rapport à tout ça. J'adore les choix impossibles, très clairement, c'est un des trucs que j'utilise le plus. Et pour moi, ça se met en place assez facilement à partir du moment où tu fous tes joueurs dans une merde pas possible. Tu les mets vraiment sur des dilemmes très cornéliens, où à chaque choix, de toute façon, ils vont se retrouver après une emmerde plus grosse. Et en fait, il faut réussir à créer un lien assez fort dans ça pour qu'ils se disent on est responsable, on a peut-être fait les mauvais choix, mais qu'en fait, très rapidement, ils se retrouvent assez vite bloqués. Moi, il y a un deuxième truc que j'aime énormément, c'est l'injustice. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un truc qui m'insupporte, mais en jeu, c'est un kiff. C'est-à-dire que soit en effet une sanction alors qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas été préparé quoi. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui est un peu dur à gérer parce que très vite tes joueurs ils peuvent ressentir une frustration trop grande par rapport à ça. Donc c'est à jouer avec parcimonie. Au-dessus de ça, ce que j'aime c'est créer une situation où le joueur perd un peu de ses moyens et à partir de là, euh, TMJ tu fais ce que tu veux donc tu lui demandes de faire des jets de dés, par exemple, et automatiquement, il rate. Et là, tu vois, tu justifies cette injustice, mais c'est une violence en tant que joueur parce qu'il n'est pas habitué à ça. Il est vraiment dans une situation où euh, il se devait de réussir. Il est dans des choses dans lesquelles normalement, il est très bon, dans lesquelles il sait ce qu'il fait, et d'un coup, tout, parce que la situation s'y prête, parce qu'il est dans une scène précise qui fait ça. Pareil, il faut pas en abuser, mais ce qu'il faut, c'est vraiment viser presque plus le joueur que le PJ, que le personnage à ce moment-là. J'avoue que moi, l'injustice, c'est quelque chose, comme toi, je supporte pas dans la vie, mais du coup, j'ai beaucoup de mal en tant que MJ à l'intégrer dans le jeu. Heu, Surtout, j'ai pas forcément envie de alors, que ce soit un joueur, enfin, pour moi, un joueur mérite ce qui lui arrive. Il fait de la merde, il mérite d'être puni. Il fait quelque chose de bien, il mérite d'être récompensé. Pour moi, c'est difficile de casser ces codes-là, heu, justement liés au contrat de confiance avec les joueurs. Ils sont là pour passer un bon moment. S'ils réussissent quelque chose, je vois pas pourquoi je les empêcherais. Par contre, à contrario, j'ai plutôt tendance à mettre des conséquences, additionnelles négatives. C'est-à-dire, il a réussi ce qu'il voulait, mais par exemple, un voleur qui essaye de détrousser une ville. Très bien, il est doué, il y arrive, pas de souci. Par contre, la guilde des voleurs, ça risque de pas lui plaire. Du coup, il va se retrouver avec une guilde des voleurs sur le dos. Moi, je vois plus ça comme une conséquence méritée de quelque chose de réussi. Je sais pas si tu le vois comme ça, toi, Akar? Euh, je vais me permettre de répondre, désolé, je te donne la parole juste après. Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Il faut réussir à trouver un juste dosage. Et surtout trouver la situation qui peut justifier ça. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est un levier qui est relativement facile à utiliser et relativement efficace, et ça permet de replacer quelque part le joueur comme n'étant pas un demi-dieu, mais comme étant quelqu'un face à des forces qui lui sont bien supérieures. Euh, mais parallèlement à ça, il faut trouver un équilibre qui n'est pas très évident à trouver.
Je disais, du coup, par rapport à ça, tu dis l'injustice effectivement, c'est alors, pour le coup, moi, je suis certainement pas un MJ injustice parce que je sais pas faire, j'y arrive pas. Mais, quand tu dis: «Il faut savoir l'utiliser de l'injustice», il faut faire attention, faut pas que ça soit gratuit. Je me souviens, tu m'avais parlé notamment, toi, d'un scénario que tu lus, c'est un MJ que tu avais littéralement fait subir, où il avait juste décidé que vous mourriez tous à la fin du scénar et il te mettait un coffre dans lequel il y avait un fusil. Tu réussissais un jet d'esquive, mais le fusil te tuait quand même. En fait, il était juste parti du principe que tu mourrais et je trouve que c'est punitif pour être punitif, ça sert à rien. Ça donne plus envie de jouer. Tu as clairement plus envie de jouer avec ce MJ parce que, bah, il te l'a fait à l'envers, tout comme, ben, tu prêtes 20 balles à un pote, il te les rend jamais, tu le reprêteras pas 20 balles. Clairement. Et pour le coup, c'est bien d'utiliser, mais il faut faire très attention. Il faut que ça fasse avancer le scénario ou il faut que ça crée du jeu ou quoi. Le fait d'en mettre comme ça gratuitement, bon, bah, je veux dire que dans la vie, des fois, il y a de l'injustice gratuite, hein. Tu te donnes du mal pour atteindre un objectif et quelqu'un qui a le bon petit passe-droit va le prendre avant toi et ça peut être très, très frustrant et ça peut parfaitement arriver dans la vie. Donc le faire vivre à tes joueurs, ça peut être intéressant. Comme le coup de la guilde des voleurs, effectivement, tu peux récupérer un objet de valeur et la guilde des voleurs va tomber sur la trogne au premier coin de rue en disant: «Bah, écoute mon gars, tu pas fait les choses correctement, donne-le-moi et si t'es pas content, ben, estime-toi heureux d'être en vie». C'est bien d'en mettre, il faut que ça ait du sens, il faut que ça aille dans le sens de l'univers ou que ça aille dans le sens du jeu, pas que ce soit juste là pour être punitif, tu j'ai été obligé de prendre ce PNJ parce qu'il avait l'information dont j'avais besoin ou l'objet dont j'avais besoin, il va me trahir gratuitement, il va réussir sa trahison tic tac toc, il va s'enfuir avec l'objet que je cherche et ben, si derrière ça permet de faire un scénar ou tu vas le traquer pour le retrouver, pourquoi pas. Si tu as juste perdu l'objet et que tout le monde se retrouve le bec dans l'eau, non, c'est pas terrible. Oui, bien sûr, c'est important de bien doser, ce que enfin, si tu vas utiliser de l'injustice ou non, mais après je pense que, le coup de l'injustice va fonctionner particulièrement bien dans certains, types de jeux, comme par exemple des jeux qui sont très sombres et durs, ou des jeux, d'horreur. Alors j'ai pas fait beaucoup de parties de Cthulhu, mais j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui s'y prête bien. Des choses vraiment injustes et gratuites qui que ton personnage subit, c'est quand même un genre qui s'y prête particulièrement bien pour montrer, pour créer cette tension et ce sentiment d'impuissance justement. Oui, non, mais très, très clairement, bah, tout Cthulhu est basé là-dessus. Que tu donnes vraiment ce sentiment un peu. En fait, euh, à mon sens, là, on sera peut-être sûrement pas d'accord avec d'autres MJ Cthulhu, mais à mon sens, tes joueurs doivent avoir assez de contrôle pour pour avoir la volonté d'aller chercher plus loin, mais c'est juste eux, naturellement, qui à force de chercher vont déborder, et à ce moment-là, par contre, ils vont prendre une sanction qui est terrible, quoi. C'est tout, quasiment tous mes scénarios sont construits comme ça, c'est-à-dire que tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, et après t'es un peu trop curieux, et là tu te fais punir, sec. Euh, Avec point de folie, avec des scènes qui sont très dures à voir, avec ce genre de choses. Euh, Ça, c'était pour Injustice. Il y a un autre truc que j'utilise beaucoup aussi, euh, c'est le retour de karma. C'est-à-dire que pour moi, s'il se passe un truc très 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 positif pour ton personnage dans un jeu, c'est que derrière, moi j'ai prévu 3 coups plus loin que tu vas prendre une bastos que tu vas pas aimer, qui est à la hauteur du karma que tu as pris avant. C'est-à-dire que typiquement, pour te donner un exemple, euh, j'ai un joueur qui s'est dit je vais draguer tel PNJ, et le PNJ est une voyante. Et le truc, c'est que un jour, il revient de mission, il va la voir, ils sont un peu en mode machin, 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 il love, et elle lui fait une. Vraiment, elle semble dans un chagrin impossible, dans quelque chose où elle n'arrive plus à lui parler, tout ça, tout ça. Et très clairement, il repart en mode bah, voilà, je sais pas ce qui va pas, j'ai essayé de faire mon maximum, euh, voilà, je suis un peu bloqué par rapport à ça. Et bah, c'est juste que de par elle, ce qu'elle sait, elle sait qu'il va lui arriver une merde derrière, qu'il va pas, il va pas sentir venir, alors qu'il y avait les indices pour, tu vois. C'est juste, voilà, réussir à se créer ce décalage. Et
Bon, j'ai pas encore joué, ça devrait se venir, mais j'ai pas encore joué, cette scène, mais le retour de Karma, il va être très violent par rapport à ça. Je voulais rebondir sur le retour de karma. C'est pas parce qu'un joueur a bien réussi des choses qu'il faut forcément le redescendre derrière. Heu, Si c'est mérité, qu'il a bien fait ce qu'il faut, je vois pas l'utilité. Ensuite, effectivement, quelqu'un qui devient trop puissant, ça peut valoir le coup de lui remettre un petit bâton dans les roues derrière, histoire qu'il se retrouve un peu au niveau des autres. Ça, je le comprends. J'utilise pas trop ce genre de mécanique parce que je trouve ça, pas forcément enfin, l'univers en général, moi, me suffit à les mettre dans la merde à peu près tout le temps, donc j'ai pas forcément besoin d'en rajouter en plus. Par rapport à ça, justement, je me suis retrouvé, bah, pour rebondir encore aussi sur l'injustice aussi, Warhammer est un jeu qui est très bien pour ça, parce qu'il utilise la notion de point de destin et ça permet de jouer avec la mort des personnages. C'est-à-dire que, s'ils font des mauvais choix, bah, on a la possibilité de les tuer. Ils reviendront, ils sont pas vraiment morts, mais d'un point de vue violence psychologique, ça nous a donné quelques très, très belles scènes. Moi, je me suis retrouvé à faire une sorte de siège avec les PJ en défenseurs, sauf que, ben, face à une armée de plusieurs, milliers de gars avec, seulement, une vingtaine de personnes dans le fort, c'était condamné. Ils sont morts. Le destin fait que, il est clément et ils reviennent par d'autres aspects, mais n'empêche que tous les alliés avec qui ils étaient sont morts, le fort est détruit, ça avait quand même beaucoup de conséquences. Le personnage reste vivant, mais ça a entraîné énormément de choses. Et une autre chose qui s'est passée avec justement l'utilisation des points de destin et qu'on avait vécu avec, Cabra, c'était un PNJ lié à un des personnages de la table qui arrive en mode Deus ex machina. Alors super, c'est un point de destin, il peut se passer quelque chose comme ça, mais bon, il a pas fait long feu et du coup, ben, il y a eu le coup de morale du personnage qui avait pas vu son mentor pendant, des mois et des mois. D'un coup, il revient, elle était, aux anges et 10 secondes après, ben, il était mort et du coup, ben, l'ascenseur émotionnel là a été très, très fort et je trouve très, très bien dosé par le MJ en question. Oui, très inspirant. C'est ce genre de truc que j'aime beaucoup, hein, en partie de jeu de rôle. Un autre truc, que je pense que vaut le coup d'être mentionné, c'est un outil, mais externe, du coup, en dehors de tout ce qui est descriptif, interprétation de personnage, c'est l'utilisation de musique, que ce soit dans des grands moments d'émotion ou alors quand on essaye de créer une ambiance oppressante ou alors des bruitages. Alors moi, pour ma part, pour l'avoir déjà vécu en tant que PJ, moi je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup. Après, faut que ce soit bien fait parce que j'ai déjà assisté à des parties où la musique apportait un peu n'importe comment à droite à gauche. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors, moi je suis un maniaque côté musique. Heu, Toutes mes parties sont avec musique et je passe un temps de recherche de musique, quand je veux vraiment créer quelque chose. Je peux vraiment passer avant la partie, avant de créer ma campagne, une petite vingtaine d'heures à chercher des musiques spécifiquement pour savoir exactement ce que je veux faire à quel endroit. Parce que, je suis un attaché à la musique et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Après, j'ai fait aussi un truc une fois, j'ai, écrit tout un texte, hem, qui était, très précisément fait pour être calé sur une musique d'ambiance. Et vraiment, j'ai même dû le répéter et tout. Enfin, c'était vraiment hyper, pointilleux et en vrai, mon joueur s'en est complètement, battu les couilles. Donc c'était, très frustrant et du coup, je l'ai jamais refait, mais voilà, j'ai une grosse attache à la musique et dans la création d'ambiance, c'est hyper important. J'y pense là, je vais juste l'évoquer, mais on retournera, je pense, côté musique. C'est ce que j'appelle l'effet BioShock. Pour ceux qui ont fait BioShock 1, c'est le fait qu'on te dise une phrase régulièrement, ou un bout de mot, ou quelque chose qui va prendre du sens plus loin dans le scénario. Je sais que j'ai construit quasiment toute une campagne là-dessus, et c'est un effet très marquant au niveau de tes joueurs, où en fait, ils prennent l'importance de ce mot à la fin de la campagne, quoi. Voilà. Ça, c'est un bon effet psychologique.
J'avoue que ça doit être assez énorme. Par contre, à mettre en place, Ah, waouh! c'est un bordel, Mais hein. ouais, j'imagine, mais bien joué, je respect pour ça. Par rapport aux musiques, au tout début où je faisais du jeu de rôle en tant que MJ, j'avais tendance à vouloir mettre de la musique tout le temps, heu et en fait, je me suis rendu compte que c'est une très mauvaise idée. C'est mieux de la garder pour les ambiances importantes. C'est-à-dire que ça sert à rien, quand ils sont en train de marcher, sur une route, de, voyager, il y a pas besoin de musique d'ambiance pour tout. Par contre, pour les scènes clés, effectivement, les mettre en musique, c'est, souvent, très bénéfique pour, le ressenti des joueurs. On le voit au cinéma, la musique crée les émotions qu'on ressent sur énormément de scènes. Bah, c'est souvent quelque chose qu'on peut ressortir dans le jeu de rôle. Loki qui est déjà intervenu, sur le podcast, est assez doué pour ça et il sait, comme tu l'as fait justement, assez souvent les timer sur ses descriptions. C'est-à-dire qu'il peut prendre un morceau qui va durer, je sais pas, une dizaine de minutes. Pendant 5 minutes, on est sur une ambiance, changement brutal à la 5e minute et on bascule dans autre chose et il arrive à caler sa description là-dessus. Quand c'est fait comme ça, avec un niveau de détail comme ça, en tant que joueur, c'est vraiment quelque chose pour, bah, on ressent tout de suite plus et ça peut avoir un côté jump scare, ça peut avoir plein d'utilisations justement psychologiques, et pour renforcer la scène, que ce soit sur de là on parlait de violence, mais ça peut être sur d'autres choses, hein, sur plein d'émotions qu'on veut faire ressentir aux joueurs. Donc la musique, c'est très bien. Par contre, c'est pas donné à tout le monde. J'avoue que moi, j'ai essayé, je n'arrive pas à trouver les bonnes musiques. Il faut, je pense, avoir une bonne oreille et une bonne, culture musicale pour s'en sortir. Je te rejoins là-dessus, ça a l'air super, puissant en fait, si quelqu'un arrive à tenir un texte, en suivant, les changements. Mais du coup, enfin, je compatis Aka, ça a dû être hyper frustrant pour toi du coup d'avoir écrit tout un truc et que finalement, la personne, ne réagisse pas, alors que tu y avais bossé. Y a ça me fait penser à un autre truc aussi, tu réagir peut-être? Non, non, du tout, c'est la dure loi du MJ, hein. Des fois, tu bosses à fond sur un truc, tes joueurs sont en knockout, et des fois, t'es un peu en mode, ouais, je vais mettre ça, ils sont en mode, oh, mais l'idée de génie! Voilà, la dure loi du MJ. Ouais, pas facile. Et j'ai déjà entendu parler de ça, je sais pas si ça vous l'avez fait aussi, c'est l'utilisation de thèmes pour certains personnages récurrents, par exemple, je sais pas, un grand méchant, un roi liche, ou ce que tu veux. Enfin, ça peut être intéressant aussi, parce que je pense que si c'est bien fait, au bout de la 10e fois où tu le fais, tu as même plus besoin de présenter ton personnage. Tu as juste besoin de mettre la musique et tu as déjà la réaction de la part des personnes autour de la table. Perso, je l'ai pas vécu, mais je connais des personnes qui ont joué comme ça et apparemment c'est très stimulant. Moi, pour le coup, on était un petit peu en train de dévier du sujet de base. Heu, Par rapport à aux autres vices qu'on peut avoir dans le jeu, moi je sais que jouer sur les dépendances aussi, c'est intéressant. Parce que bon, on fait toujours des personnages, souvent on va leur mettre une dépendance histoire de gagner des points de création et puis on va dire, bah, de temps en temps, il boit un petit coup machin, machin. Moi j'ai joué un personnage qui était camé du début à la fin du scénar. Parce qu'il était obligé d'avoir son fixe toutes les tant de minutes parce que sinon il pétait une durite parce il avait notamment, violé, tué sa sœur sous l'influence d'une entité supérieure et du coup, là, sa seule façon de ne plus y penser, c'était d'être sous l'effet d'un champignon de manière spécifique qu'il faisait, infuser dans une gourde et du coup, il passait son temps à boire et j'ai joué le personnage comme ça tout du long avec tous les tics du camé, c'est-à-dire il était rempli de tocs à force de consommer des drogues. Enfin, il était psychorigide sur certains trucs, il en était insupportable, il parlait à 2 à l'heure et j'ai joué ça tout du long et je pense que ça rajoute aussi quelque chose dans le jeu, où les gens, quand on fait un personnage qui est accro au tabac ou accro à l'alcool, ils vont rarement jouer le vice à fond et du coup, tu vas traiter ce personnage comme tout le monde. Alors que là, moi, mon personnage, vraiment tout le monde le traitait. Il y en a certains qui le traitaient littéralement comme un enfant parce que c'était un peu l'image que je reflétais d'un mec qui était complètement perdu, qui était pas mature, parce que j'étais toujours sous l'effet de cette drogue. Ça a failli causer la mort d'un personnage parce qu'en plus de ça,
étant donné que les gens n'étaient pas forcément conscients de ce que je consommais était dans ma gourde, il y a quelqu'un qui m'a gentiment demandé de l'eau un moment, je lui ai fait boire dans ma gourde et il a failli mourir parce que lui ne s'attendait pas à une dose aussi puissante de drogue d'un coup et il a fallu qu'il subisse les conséquences de ce qu'il venait de boire. Donc on parlait du punitif, ça lie à la fois le punitif parce que tu t'attends pas forcément à ce que ça soit la drogue de ton personnage et ça a mis quand même bien des malaises dans le groupe parce que mon personnage était les seuls à pouvoir les guider dans la forêt. Donc ils avaient besoin de lui, mais il agissait de façon tellement mindfuckesque qu'ils étaient obligés quand même d'assumer, d'accepter le fait qu'il agisse comme ça, parce que sinon ils allaient se perdre dans la forêt. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose, les addictions qui peut vraiment rajouter un élément de mal-être dans une partie. Ouais, clairement, moi, c'est le point. Bah, l'avantage, c'est que c'était sur ma table, donc je vois très bien de quoi tu parles. J'avais été inspiré. Moi, les addictions, j'ai de plus en plus de mal et j'en suis presque à les interdire à mes joueurs qui sont pas des joueurs confirmés, parce que je trouve que c'est vraiment le truc que tu te mets, ça et les allergies, tu vois, c'est les deux trucs. Les jeux de rôle où il y a des allergies, franchement, c'est vraiment, je cherche à min-maxer mon personnage et ça me fait péter une durite, très clairement. Parallèlement à ça, tu vois, la semaine dernière, j'ai créé un personnage de l'univers type Shadowrun et je lui ai mis une addiction au transhumanisme, donc le fait qu'il soit ultra surmonté, ce qui me permettait très facilement de justifier le fait qu'il soit beaucoup implanté. Mais je commence lundi prochain, donc j'ai pas encore joué, mais en termes de jeu, je pense que ça va être du grand n'importe quoi à aller en effet à limite buter des gars juste pour leur voler les implants, juste pour se rajouter de nouveaux implants, quoi. Et je pense que les addictions, faut faire très gaffe parce que très vite, ça peut être hyper mal joué et desservir complètement euh, le MJ, alors que c'est de la matière pour créer du jeu, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, notamment sur le côté, minimax du personnage. Heu, il y a un jeu qui le prenait de manière assez intéressante, c'est un jeu d'Eka System, donc règles très basiques et surtout très libres en termes d'interprétation et c'est un jeu qui oblige les personnages à prendre un défaut. Et dans les défauts, il peut y avoir des addictions à tout ce qu'on veut, tout comme il peut y avoir une manière enfin, balancer des insultes régulièrement, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Ce que je trouve intéressant dans le jeu de rôle en question, c'est que, heu, le MJ a le droit d'appuyer sur le bouton de l'addiction du personnage. C'est-à-dire que si tu as pris cette addiction, tu dois t'y plier et le MJ peut t'imposer de te prêter enfin de ne pas oublier que tu as pris ce truc-là. Et pour moi, je pense, dans un jeu de rôle où justement on peut prendre des addictions, des allergies, des choses comme ça, ou des phobies ou tout ce qu'on veut, heu, le MJ a pour devoir de rappeler à ce joueur que: «OK, tu as pris ça pour maxer ton personnage, par contre tu vas en baver». Typiquement, pour moi, une allergie, ce sera pas une allergie, au poivre de Sichuan, hein, le truc qu'on voit une fois, tous les 5 ans. S'il a une allergie, ça va être le soja, ça va être le lait, ça va être l'œuf. Un truc où vraiment, quoi qu'il bouffe, il doit faire gaffe et je pense que c'est ça qui est important sur ce genre de choses, c'est de rappeler aux joueurs, très, très, très régulièrement que tu as voulu prendre ça pour maxer ton personnage, c'est très bien, mais il faut aussi assumer les conséquences. Bon, j'allais rebondir là-dessus, mais en fait, du coup, on va juste s'éloigner du sujet un peu plus encore. Donc, c'est pas terrible. Ouais, Euh, si tu veux, pour rester dans les addictions justement, je pense que, comme disait, Cabra, heu, il faut que le joueur soit expérimenté et sache le jouer et je pense que tout le monde n'en est pas capable. Mais, le MJ, je pense, peut être aussi un moteur là-dessus pour «forcer» entre guillemets un peu le joueur qui a pris cette addiction en le «stimulant» entre guillemets, en lui glissant subtilement des indices très régulièrement comme quoi, il est en manque ou, tiens, il est alcoolique, bah, tu passes devant un bar et cetera et cetera et cetera. Je pense que c'est aussi beaucoup au MJ d'aiguiller un peu le PJ là-dessus. hmm. Non, clairement. Après, bon, je suis d'accord dans l'ensemble sur ce que tu as dit dans sa généralité au niveau des addictions, et je pense que bon, voilà,
Réservez ça à quelques cas très spécifiques et ne laissez pas vos joueurs prendre ça impunément. Il faut que ça fasse partie, que ça caractérise leur personnage. Voilà. Pour conclure là-dessus. Pour revenir du côté violence, euh, je revois très bien, tu vois, typiquement, le scénario d'introduction de Vermine, euh, qui est, je l'ai jamais vraiment joué d'ailleurs, parce que très vite il nous a refroidi du fait que en moins de 2 heures de jeu, tu peux arriver sur une scène zoophile entre des femmes qui sont fécondées par des scarabées. Euh, c'est en même temps très dans le thème de Vermine, et ça pose tout de suite l'ambiance un peu dure et crue du jeu. Pour autant, voilà, moi je trouve que c'est un peu l'extrême qu'ils ont voulu montrer, parce que il y a aussi un truc dans, dans la violence, c'est qu'une fois que tu as montré quelque chose de très très dur, si tes joueurs en redemandent un peu parce qu'ils sont sadomaso comme tout bon joueur qui se respecte, c'est assez dur de faire au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais voilà, l'échelle de violence pour moi c'est quelque chose d'assez important dans ta campagne. C'est effectivement quelque chose qui est dur à doser, je pense, et effectivement commencer par quelque chose de très fort, ça soit il faut trouver pire, soit sinon je pense que le mieux c'est de changer de thème. Par exemple sur Warhammer, on parlait de Slaanesh, c'était sur ce podcast, oui, sur ce que je On en concluais parlait avec tout à une l'heure. non, Ouais, c'était il y bien a 5 minutes. c'était bien tout à l'heure. Donc du coup, on parle de Slaanesh, bah, du coup, on va être dans un thème très, sexe débridé, violent, justement un peu zoophile, enfin tous les excès sont permis. Du coup, une fois qu'on a exploré celui-là, bah, le grand avantage de Warhammer, dans l'univers, c'est que, bah, les dieux du chaos, il y en a plusieurs et qu'une fois qu'on a fait celui-là, on peut changer. Ce qui fait qu'on va passer sur les maladies, la décomposition, le voilà. On peut trouver des thèmes et changer de violence pour, entre guillemets, «détourner un peu le sujet» et leur proposer des choses différentes. Heu, mais c'est vrai que commencer très fort, autant ça peut mettre une ambiance, autant si tu peux pas la tenir, c'est aussi un peu signer la fin de ta campagne. Ouais, je rejoins un peu ce que dit Rodam, l'idée de changer, le focus sur un autre sujet, ça me semble bien. Sans pour autant oublier qu'en tant que MJ, on a toujours le choix, nous, de se poser la question, de est-ce que nous, on a envie de faire jouer ça? Est-ce que ça heurte pas, nos propres sensibilités aussi? Parce qu'on parle beaucoup du contraste social autour de la table avec, les PJ, mais il y a aussi les MJ qui, bah, des fois, c'est pas forcément leur truc, auquel cas, faut adapter, faut vraiment pas hésiter. Même si je pense que si tu vas décider de faire, jouer à un jeu, qui est plutôt sombre, dans un univers qui est très dur, voilà, faut bien le préparer pour pouvoir, le faire jouer. Ouais, non, bah, pour faire énormément d'univers sombres, je me suis un peu calmé ce temps-ci, mais j'en ai fait quand même beaucoup avant. Ouais, très clairement, ça se crée pas n'importe comment, et ça s'interprète pas n'importe comment. Après, ce que je peux recommander, pour tous ceux qui sont dans une phase un peu où ils veulent essayer d'ajouter de la violence dans leur scénario, euh, faites des one-shots, surtout. C'est-à-dire que vous pouvez mal doser sur un one-shot, c'est moins grave que mal doser sur une campagne. Mal doser sur une campagne, en effet, comme le disait Rodam, soit tu arrives à ce que ce soit assez marquant, assez impactant pour que voilà, ça marque au fer rouge sec la campagne, et ça va être comme une sorte de longue douleur tout le long de la campagne. Soit bah, t'arrives, tu donnes quelque chose de très très fort, t'as un gros effet, les gens vont dire waouh, quel super scénario incroyable, et le reste de la campagne ils sont un peu en mode mais c'est pas aussi bien. Donc ouais, tentez sur les one shots. Je sais que moi je fais plus de campagne de Cthulhu à cause de ça entre autres. Et je suis bien d'accord sur les one shots, c'est, quelque chose, je pense, qu'on oublie assez facilement en tant que MJ, parce qu'on a souvent envie de faire des campagnes et des choses qui durent. Mais c'est vrai que pour tester des choses, le one shot, c'est un peu la clé idéale. On peut changer d'univers très facilement pour voir s'il nous plaît ou pas. On peut, partir sur le même univers, mais prendre à contre-pied ce qu'on fait. Vu qu'on parlait de Cthulhu, je me suis retrouvé moi à une table avec un MJ qui avait fait, une partie, mais c'était mémorable au possible. On jouait à Cthulhu, on le savait, on était tous des PJ,
pré-tiré avec, un peu de connaissances occultes, donc on était vraiment bien dans cette ambiance: «Oh là là, il va y avoir de l'horreur, on va perdre notre force mentale» et cetera. On était tous dans ce délire-là et il a expérimenté, c'est un MJ qui expérimentait énormément et en fait, on s'est tous retrouvés à chercher nous-mêmes le surnaturel là où il n'y en avait pas. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il a expérimenté, il nous l'a dit, c'était un test et il savait pas ce que ça allait donner et c'est une des meilleures parties de Cthulhu que j'ai fait, alors que je n'ai rencontré pas de grand ancien, pas de trucs bizarres, mais du début à la fin, je me suis fait mener en bateau parce que il a joué avec mes attentes et c'était vraiment super bien pensé. Bah, pour moi, c'est un tour de force de réussir à faire ça. C'est hyper compliqué de justifier. C'est ce qui donne, c'est ce qui donne en fait tout le concret à l'univers de Cthulhu. C'est vraiment si tu arrives à justifier, et si possible, si tes joueurs arrivent. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir un personnage qui ne croit pas dans Cthulhu, à tout ce qui est du mythe, parce qu'il va chercher lui-même à justifier, c'est l'effet Murder et Scully. Là, tu vas voir Scully qui va toujours te trouver un raisonnement, même très capillotracté, pour essayer de justifier ce qui est en train de se passer. Là, c'est un truc que finalement j'aime beaucoup. Autre chose, encore une fois, et c'est un conseil tout le temps en jeu de rôle, mais surtout dans ce cas-là, euh, laissez planer beaucoup de doutes, et parfois vos joueurs vont laisser supposer des idées qui sont bien meilleures que les vôtres, en fait. Euh, je revois là, dernièrement, je sais plus si j'en ai parlé, je crois que j'en ai pas parlé, j'ai fait une campagne où j'ai deux personnages qui sont très très sanguinaires, euh, qui, au bout d'un moment, recroisent un de mes joueurs, et le joueur remarque qu'ils ont du main sur les sangs, et qu'ils ont été laissés seuls. Et du coup, il y a eu tout un travail du joueur pour savoir est-ce que les gars viennent de faire un assassinat tranquillou bilou et à une victime qui a rien demandé, ou est-ce que c'est moi qui suis en train de trouver des liens là où il n'y en a pas. Et ça c'est un effet psychologique qui est relativement fort, je trouve, pour le joueur, et qui donne des sensations de jeu qui sont assez bonnes. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter par rapport du coup à tous ces thèmes, mes chers Non, compagnons? Je on a fait je le sais pas tour si selon moi. je sais pas si on était exhaustif sur toutes les formes de violence ou de thèmes choquants. Heu, mais je pense que comme on a dit et répété un peu pendant tout le podcast, ce qui est important, c'est le contrat social avec vos joueurs, c'est-à-dire, faire en sorte qu'ils soient tous enfin, que tout le monde soit à peu près au courant de ce qui se passe. Pas hésiter quand même à les surprendre, en restant dans, la limite de ce qui est acceptable et bah, ensuite, ne pas hésiter à expérimenter aussi, heu, soit via des one shots, soit même sur le temps d'une partie, tenter quelque chose, ça marche pas, bah, c'est pas très grave. Il faut essayer. Autre chose, j'y pensais, si vous voulez tester vos joueurs pour essayer de les mener vers d'autres styles de jeu, ou de tester leur jeu d'acteur, euh, faites du Tout le monde est jeune. Parce que en vrai, on s'en fiche, ça n'a pas d'intérêt. Le jeu de rôle n'a pas d'intérêt en soi, si ce n'est passer un bon moment ensemble au bout d'un moment. Et, euh, et en vrai, du coup, il y a un lâcher-prise des joueurs qui peut être très intéressant pour les mener à jouer d'autres choses que ce qu'ils jouent d'habitude. Moi, je sais que j'en ai fait 3 ou 4, et que c'est un des trucs, quand je veux tester mes joueurs, j'en fais faire un Tout le monde des jeunes, ça prend une soirée souvent, et je les force du coup à aller dans des directions qu'ils veulent pas, et, et s'ils sont pas pour, et ben au pire, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Je rebondis rapidement sur Tout le monde est John pour l'avoir, expérimenté, on va dire expérimenté une fois. Le contexte s'y prêtait pas, hein. C'était sur une convention. Déjà en termes alors on avait une salle, donc on pouvait être à peu près, coupé du reste, donc ça c'était pas mal. Mais clairement les gens ne se connaissaient pas assez pour se permettre quelque chose comme ça. Pour le coup en tout cas, il y en a 3 sur les 5 qu'on était qui étaient, mal à l'aise au bout de 10 minutes de jeu et la partie s'est terminée, super, super vite. Donc effectivement c'est très bien, mais alors, le principe est très fun. Par contre, là, pour le coup, en fonction de ce que vous faites, bah, pour le resituer, histoire d'expliquer Vas-y, rapidement, vas-y, vas-y. c'est Tout le monde est John, en fait, c'est chaque joueur incarne
une partie d'un même personnage. C'est-à-dire que le personnage, c'est John, qui est plus ou moins géré par le MJ dans l'ensemble et chaque personnage, il y en a un qui va jouer sa libido, un qui va jouer sa raison, un qui va jouer, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme, possibilité, mais voilà, ils vont Il y a jouer tout, il y a différentes de tout. voilà, les différentes parties du cerveau qui ont tendance à s'affronter et chacun joue une partie comme ça et c'est vrai que, pour le coup, en fonction de comment ça se passe, ça peut très vite devenir malaisant ou très, très fun. Ça dépend totalement du groupe. Ouais, encore une fois, ouais, c'est par rapport, enfin bon, faut le tout c'est, je pense, je te laisserai avancer ISO après, mais euh, en gros, la grande idée, c'est que si vous voulez expérimenter des choses, faites-le avec des gens de confiance, quoi. Ça, c'est un peu la base. Bah, pas mieux parce que du coup, je m'apprêtais à dire justement ça, que, bah, il est toujours plus facile de pousser, l'intensité, du jeu, que ce soit dans l'interprétation ou dans les sujets évoqués, quand on connaît mieux, les personnes autour de la table. Et enfin, moi, dans mon expérience, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, quand tu joues en famille, peut-être que c'est pas pareil, mais dans mon expérience personnelle, quand j'ai joué avec des amis, on a toujours pu aller encore plus loin que bah, justement en convention que tu décrivais, Rodan. C'est ouais, c'est ce que je voulais dire justement, c'est que, les gens qui se connaissent, autant sur des campagnes bâties, ils vont avoir beaucoup d'attentes, autant si on leur précise avant que c'est de l'expérimentation, ils sont aussi beaucoup plus indulgents. C'est ça qui est bien, c'est que sur de l'expérimentation, bah, au pire, c'est pas grave, on aura passé une après-midi bof, mais c'est pas grave, c'était un test, on voit ce que ça donne, et puis au mieux, c'est une grande expérience, quoi. Hmm. Eh ben, ma foi, merci de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode, sûrement, euh, je ne sais pas, quelque chose de plus simple sûrement. Allez, bonne soirée à tous. Salut, Salut! salut! Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, SoundCloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre et à la semaine prochaine.